Bienvenue à mon ciné balado, épisode du mois de mai. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut. Oui, une semaine en retard. On attendait le soleil pour enregistrer. On voulait se donner aussi la chance de voir un petit peu plus de films quand même, mais juste souligner que le mois d'avril a terminé avec un gros bang au box-office avec le succès de Michael. Un gros au box-office. Donc, ça fait du bien pour les cinémas avec quand même, c'est un gros printemps. Project Hail Mary, Super Mario Galaxy, Michael. Et là, 1er mai, sortait quand même un film très attendu. Mais je pense qu'il a monté en attente au fil des semaines. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, quand il a annoncé The Devil Wears Prada 2, t'es comme « Ah, ben oui, c'est cute, une suite, pourquoi pas? » Puis plus ça s'approchait, plus dans aussi les pronostics de box-office, ça s'enflammait. Là, juste avant le week-end du 1er mai, il était rendu là, plafond 100 millions, ça va battre Michael. Là, finalement, ça n'a pas fait ça, mais c'est quand même très, très fort. Puis, ah oui, parce qu'on parle d'un démarrage de 77 aux États-Unis. 254 mondial, c'est quand même incroyable. Puis, surtout, tout de suite après Michael. Fait que oui, il est un peu en dessous, mais c'est 2 gros week-ends de cinéma qui viennent de frapper. Puis, historiquement, dans les je sais pas, 15 dernières années, c'est pas mal tout le temps un film de super-héros. Le 1er de mai, un Marvel souvent. Et là, depuis qu'on s'est calmé un peu avec ça, puis tout, ben, c'est le fun d'aller ailleurs. Puis finalement, ça a rallié un large public, différent de si ça avait été Thor 9. Mais, je pense que ça a répondu à un besoin sur le marché. Film principalement pour les femmes, là, on s'en cachera pas quand même, c'est le public cible. Suite d'un film qui avait été vraiment bien aimé, qui est devenu culte avec le temps, qui a bien vieilli d'ailleurs, parce que j'ai réécouté le premier film. C'est quelle année, comme 2002? 2006, c'est 20 ans. 20 ans, d'accord. 20 ans, année pour année. Donc, mais moi, j'avais vu à l'époque, je l'avais pas revu depuis. Fait que je voulais mettre ça frais dans la mémoire. Puis ça a bien vieilli, honnêtement. Donc, Devil Wears Prada 2, qui ramène David Frankel, donc le réalisateur original aussi, la scénariste, donc toute l'équipe est de retour pour cette suite. Ben, tous les comédiens, d'abord. Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci. Et Kenneth Branagh, c'est une apparition pour lui? Il n'était pas dans le premier. Il n'était pas dans le premier. Je dirais que c'est un petit rôle quand même. T'as-tu quand même été comblé, toi qui adores Kenneth? Ouais, mais tu sais, je suis comme un peu triste. Je me dis, y avait-il vraiment besoin de ça ou il voulait juste faire partie de l'aventure parce qu'il joue je pense que c'est le 3e mari du personnage de Meryl Streep là, dans le film. Fait que, c'est un caméo, là. Pratiquement. Là. Il fait pas grand-chose dans le film. Mais faut souligner quand même, c'est le film qui avait fait connaître Emily Blunt, qu'elle avait explosé. Aux États-Unis. Ouais, c'est ça qui est... Dans le premier, qui était un petit rôle quand même à l'origine. Ouais, elle était l'espèce d'assistante... assistante numéro 1. Ouais. Fait que là, il y avait la compétition entre elle puis le personnage d'Anne Hathaway. Alors, que raconte cette suite? Très rapidement, c'est toi qui me corrigeras si je me trompe. Une éditrice impitoyable et son ancienne assistante devenue journaliste, donc le personnage de Hathaway, s'efforce de restaurer l'image d'un magazine de mode éclaboussé par un scandale. Ouais, somme toute. Je dirais qu'on aborde aussi, évidemment, ce qui est intéressant dans le sujet, dans l'histoire, c'est qu'on parle évidemment de tous les problèmes des médias traditionnels. La crise des médias. Crise, source de financement et tout ça. Donc, on est beaucoup là-dedans. Fait que c'est quand même très, très intéressant. On n'est pas juste dans la mode et les vêtements, finalement. On est plus dans la commercialisation. Oui, c'est un tout peu à ça fait. le magazine. Puis les grosses corporations qui rachètent d'autres entreprises, là, toute cette espèce d'économie verticale et tout ça. Des conglomérats. Ouais, et je dirais ce qui est satisfaisant, c'est quand même chacun des personnages plus secondaires ont quand même un certain arc narratif, ce qui était moins présent avec le personnage justement d'Emily Blunt dans le premier, Stanley Tucci aussi. Alors là, je dirais qu'ils sont un petit peu plus présents. En tout cas, parce que là, Blunt, elle travaille encore au magazine? Avec... Non, c'est rendu travaille pour Christian Dior. Oh, OK. Donc, on va apprendre qu'elle s'est fait mettre dehors du magazine. Est-ce qu'il va y avoir une rancœur, peut-être? Et Stanley Tucci, lui, est toujours à l'emploi aussi. Travaille dans l'ombre et tout ça. Donc, je reste vraiment une suite très satisfaisante pour l'avoir vue, justement. Les fans ne seront pas déçus. Très classique, mais comme je dis, un sujet d'actualité porté par les performances, évidemment. Meryl Streep. Que dire de plus? Elle est toujours très bonne dans tout ce qu'elle fait. Puis c'est un personnage qui lui colle bien à la peau parce qu'elle est un peu la méchante, entre guillemets, là, dans ce rôle-là. D'ailleurs, qui est un pastiche de l'ancienne éditrice en chef de Vogue,
Anna Wintour. Et puis, non, Trana Wintour. Ouais, c'est ça. Et, mais ce qui m'a plus frappé, c'est Anna Hathaway, puis on en parlait hors d'onde. Écoute, 20 ans plus tard, puis on dirait qu'elle n'a pas pris une ride. On dirait que le film a été fait il y a deux ans après l'original. Là. C'est fou. Début de la quarantaine quand même, mais elle a vraiment encore son look de jeunesse. Puis, c'est ça. Donc, évidemment, la mode, tout le côté esthétique est très mis en valeur aussi. Là. Fait que je pense que, ouais, allez-y, si vous voulez un bâtiment, somme toute, très léger, vous êtes fan du premier. J'ai vu que certains cinémas l'offraient en D-Box. Est-ce que tu recommandes le siège qui vibre? La parade de mode, on se sent shaker sur le catwalk, là, je sais pas. Moi, le petit bémol, je peux mettre, dans les nouveaux comédiens, il y a Justin Theroux qui est dans le film, puis je sais pas, mais je suis pas capable. Puis on le connaît de quoi, lui? Il était principalement scénariste, puis il était Monsieur Jennifer Aniston pendant quelques années. Ouais. Ah, c'est lui qui était aussi dans le dernier... Beetlejuice. Beetlejuice, là, ouais, là, il fait le beau-père, là. Ouais, c'est ça, tout à fait. Puis je pense qu'il travaille beaucoup avec Ben Stiller en tant que scénariste. Là, fait que, mais non, je suis pas capable. À chaque fois que je le vois dans un film, ça... Mais bon, ça c'est mon petit bémol. Allons complètement ailleurs. Mais il fait-tu un rôle haïssable? Parce qu'à ce moment-là, ça devient intéressant. Semi. Fait qu'il joue, je pense, une espèce de gars de la tech là, qui est devenu multi-milliardaire et tout ça, qui est un peu impliqué dans les tractations. Il y avait, je sais pas si c'était ça ton autre titre. Ouais, j'allais. Oui, le film canadien, on allait-tu avec ça? Ou... Ouais, on va aller avec ça d'abord. C'est pas là que j'allais, mais embrassons notre fierté nationale. Ouais, j'avoue que c'est pas majeur, mais c'est quand même un film qui était attendu pour les cinéphiles. Voilà. Héron bleu de Sophie Romvari. C'était bien ça? Blue Heron. Yes. Dans les années 90, Sacha, une fillette de 8 ans, et sa famille d'origine hongroise emménagent sur l'île de Vancouver. Mais leur nouveau départ s'assombrit peu à peu en raison du comportement inquiétant de Jeremy, le fils aîné, dont les tendances, disons, antisociales persistantes poussent les parents, complètement dépassés, à réclamer l'aide des services sociaux. Fait que pas un coming of age, mais un film autobiographique sur la jeunesse de Sophie Romvari. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du film, ça va un peu flipper à devenir un peu une espèce de réalisme magique où elle va un peu interviewer elle-même ses parents, ce qui donne beaucoup de gaz au film plutôt qu'être juste le côté je me souviens, là, un peu comme on avait avec After Sun, par exemple. Fait que c'est un film, oui, sorti quand même limité. Là. 1er mai, il a ouvert juste à Montréal. Le 8 mai, là, il est à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, là, quand même les cinémas classiques de cinéma de répertoire, si on veut, mais un film d'une très, très grande qualité. Oui, en nomination pour plusieurs Canadian Screen Awards, 7 nominations. Oui, cérémonie aura lieu à la fin du mois de mai, je pense. C'est ça, donc un meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario. J'ai eu la chance d'interviewer Sophie Romvari pour mon ciné, donc vous pouvez aller voir l'entretien qui est déjà en ligne. Oui, un film... très poignant, puis je pense que ce qui lui donne sa qualité, c'est sa structure narrative un peu non conventionnelle, effectivement, qui détonne un peu avec le genre, là, qui l'élève un peu, je dirais. Une histoire quand même fascinante, semi-autobiographique, mais elle-même, elle a perdu ses 2 frères aînés, qu'on devine probablement des suicides à cause de problèmes de santé mentale et tout ça. Donc, c'est inspiré un peu de son documentaire Still Processing il y a quelques années, où elle découvrait des photos, des enregistrements vidéo de ses frères que son père avait comme caché suite à leur mort. Je pense qu'il peut-être voulait comme juste effacer ça. Et donc, il a décidé comme dans Les Moutons Détectives. Ouais. On y reviendra. D'explorer les thèmes du deuil et tout ça, et d'enjeux de santé mentale. Donc, un film très, très touchant, plus sérieux. Là, on est vraiment ailleurs, mais de très belle qualité. Donc, si vous aimez ce genre-là. Puis, on n'a pas trop la vibe, je trouve, canadienne, des fois. Là. Non, ça peut être un défaut. Peu cheap, parfois, ouais, c'est là, ça, mais pas du tout. Je trouve que pour un premier long-métrage, elle se distingue vraiment. Je pense qu'elle est une très bonne raconteuse. Elle sait mettre en image. Donc, j'ai bien hâte de voir aussi son prochain projet, ce que ça va être.
Donc, Blue Heron, oui, moi je pense que c'est dans les coups de cœur. Je recommande. De Comme on dit à du mois de mai. l'occasion, et peut-être on le redira aujourd'hui, c'est pas le genre de film qui va être à l'affiche tout l'été. Fait que hâtez-vous dès que vous en avez la chance. C'est un très très grand film, mais à une sortie limitée. Pour les fans d'horreur, le mois de mai est généreux. Fait que tout au long de l'épisode, on va en présenter plusieurs. Parce qu'il y en a un par semaine. À peu près, oui. C'est quand même un mois à 5 semaines, fait que je pense qu'il y en a 3 au moins. 3 majeurs, puis peut-être d'autres qu'on n'abordera pas. Le 1er mai prenait à l'affiche Okum de Damien McCarty, qui met en vedette Adam Scott, qu'on voit pas si souvent que ça au cinéma, mais il est sur il est sur le marché, j'allais dire. Il est comédien, on le connaît depuis plusieurs années, mais c'est vraiment la série... j'ai oublié. La série où il oublie il oublie son travail quand... Severance, merci, je cherchais juste le titre. C'est Severance qui l'a fait connaître récemment. Venu en Irlande répandre les cendres de ses parents, un romancier américain, que je dirais même dépressif, se rend dans un hôtel champêtre, là où ses parents s'étaient mariés, pour aller répandre les cendres. Mais la suite qu'ils occupaient, la suite nuptiale, elle serait hantée par une sorcière. Alors, une suite d'événements va le mener à explorer cette fameuse suite nuptiale. Fait qu'on mélange des éléments de surnaturel, de psychologie, même un peu d'intrigue policière. Damien McCarty, réalisateur scénariste, va s'égarer un petit peu là, dans le flou scénaristique de ça. Mais néanmoins, je souligne que le climat sombre et oppressant, il réussit bien à le maintenir tout au long du film, une fois qu'on est dans la pièce. Oui, parce que c'est comme ça fait plus peur partie, d'avoir peur, c'est ça que réellement qu'est-ce qu'il va nous montrer et tout. Là. Fait que l'expectative, comme on dit, l'attente est vraiment plus satisfaisante que finalement quand on montre des choses. Fait que c'est pas un film sans faille, mais c'est quand même, je trouve, une belle offrande pour les amateurs d'horreur, comme on vient de dire plutôt avec Héron Bleu, c'est-à-dire vous aimez le genre d'horreur, je pense qu'il vaut la peine pour c'est un peu de montagne russe, là. Il y a des choses vraiment bien dans ce film-là. Attendez-vous pas trop à des jump scares, par exemple, mais c'est vraiment plus l'atmosphère, les moments d'attente, de tension. Quand même quelques images un peu creepy aussi à travers ça quand même. Ben tu sais, on voit beaucoup l'espèce d'image d'homme-lapin. Là, ouais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était ça, la sorcière, mais même pas. Ça, c'est comme une émission de télévision là, de jeunesse qui est un peu trop troublante. Là. Ouais, mais je me demande, je pense que c'est juste comme sa vision qui est pire que... Ouais, c'est ça. Effectivement. Son souvenir. Hein. Puis Adam Scott livre une très bonne performance. C'est un comédien que j'aime beaucoup. J'avais vu aussi dans Big Little Lies aussi, la série de Jean-Marc Vallée. Donc... très bon comédien, fait que je suis content qu'il tient la tête d'affiche. Il y a, finalement, le 1er mai, le thriller français Rapace de Peter Dourounzis avec Samy Bouadjila et Mallory Wanek qu'on avait vu dans L'Amour Ouf, voilà, qui jouait la jeune Adèle Exarchopoulos, Jean-Pierre Daroussin, Valérie Donzelli, là, des noms connus en France. En fait, c'est pas des policiers, c'est un film d'enquête, mais c'est plutôt des journalistes d'un... true crime un peu, là. Ouais, d'une revue un petit peu Allo Police, là, puis cette affaire-là, moins dans la nudité, mais quand même d'un shock value, puis très paparazzi quand même, mais d'accidents, puis d'affaires comme ça. Fait qu'ils vont enquêter un peu en secret parce que la boss veut pas, fait qu'ils vont comme entre une autre enquête, continuer à travailler, lui puis sa fille, dans le fond, qui commence à travailler pour le journal, sur le meurtre d'une fille qui a été attaquée à l'acide puis tuée. Fait que ils vont se retrouver dans des directions insoupçonnées, comme on dit, dans une espèce de chasse à l'homme, de qu'est-ce qui se passe, puis on est un peu dans les féminicides, là, et c'est pas très jojo dans ce sens-là. Un film qui a eu un certain succès en France, là, à peu près 300 000 entrées, si je me souviens bien, qui arrive un peu sans tambour ni trompette ici, je trouve, le 1er mai, c'est peut-être pas la date idéale pour ce film-là, ce mood-là, mais c'est un très bon film. La fin du film est quand même exceptionnelle, là, la séquence du restaurant est vraiment historique, là, si on veut. Là, je pense que dans le cinéma contemporain, ça va marquer quand même le thriller. C'est vraiment un moment de tension qu'on n'avait jamais vu de la manière que c'est présenté, là, qui sont un peu coincés là, à pas se faire démasquer. Oui, puis je pense que l'une des forces aussi, c'est du duo père-fille, des comédiens, comédiennes. On y croit. C'est intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé la comédienne dans L'Amour Ouf et ça confirme, je pense, vraiment
son talent aussi. Donc, ouais. Est-ce que tu y avais parlé même pour l'Amoureuse? Oui, je l'avais interviewé, oui, tout à fait, très, très sympathique. Donc, oui, quand même, on ressent que c'est un film quand même à budget modeste. C'est pas un défaut nécessairement, mais attendez-vous pas un truc à la Seven. Là. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Mais surtout que c'est pas des policiers, c'est des journalistes, fait qu'ils enquêtent, mais un peu de loin. Là. Pas que ça fait cheap, mais c'est juste ils n'ont pas des guns. Là, puis tout, là, justement. Peut-être un peu dans la vibe de La Nuit du 12 quand même. Ouais, tout c'est à un peu fait. ce côté-là. Donc, ouais, pour Rapace... moi, c'était ça pour le 1er mai. Tout à fait. Comme je dis, vous le savez, là, quand on faisait les épisodes à chaque semaine, il y a à peu près 8-9 films, des docus, des affaires, des films plus nichés. Là, quand on fait le mensuel, on parle à peu près de 4 films par semaine, mais oui, il y en a d'autres. Des fois, il y en a d'autres, il y a même... Personnellement, on a des intérêts pour, mais on le sait que c'est comme ça ouvre sur 2-3 écrans, que c'est juste en anglais, etc. Là, fait que on y va sur les plus grosses sorties. Donc, le 8 mai, le 8 mai, oui. Moi, j'irais en première partie avec The Sheep Detectives, Les Moutons Détectives de Kyle Balda, qui est une comédie, justement. Si Rapace était un thriller d'enquête, là, on est d'une comédie d'enquête dans les codes des Agatha Christie et Hercule Poirot, mais c'est des moutons qui vont mener l'enquête. Et cette gang de moutons-là, dans le fond, c'est leur berger habituellement qui leur lit des romans policiers à la fin de la journée. Berger joué par Hugh Jackman. Mais il va être assassiné. Alors, c'est les moutons les plus intelligents qui vont essayer d'enquêter et d'aider le policier pas mal nigo de cette petite bourgade-là à trouver le coupable, car c'est comme tous les clichés. Il y a un testament, il y a plusieurs personnes, il y a des soupçons, d'autres bergers, un boucher, un prêtre louche, des enfants qui avaient disparu qui viennent de ressurgir. Fait que, il faut qu'ils mènent l'enquête. Et en plus de ça, on va travailler les codes des moutons. Je faisais référence à une blague au début parce que les moutons, on apprend que... c'est évidemment de la fiction, mais que quand ils ont un événement trop traumatisant, trop triste, ils ont la capacité de l'oublier. Et comme ça, ils vivent jamais les peines puis les déceptions. Fait que là, éventuellement, dans leur apprentissage, ils vont peut-être réaliser que les peines font partie de la vie. Parce que si tu oublies tout quelqu'un parce qu'il est décédé, tu oublies aussi les moments heureux. Voilà. Fait que, toi, qu'as-tu pensé des moutons détectives? J'ai trouvé ça très sympathique, honnêtement. On est dans l'humour british. Puis même à l'origine, c'est une adaptation d'un roman que je pensais qu'il était britannique, mais c'est un roman allemand quand même, qui date je pense que c'était 2005, au milieu des années 2000, par Léonie Swan. Mais là, on a vraiment, de ce que je comprends, en fait, le roman se voulait plus adulte, même si on parodiait les genres d'Agatha Christie, les romans d'enquête et tout ça. Là, on est vraiment dans le film très, très jeunesse. Je pense même les plus jeunes, de 6-7 ans, je pense qu'ils vont juste triper de voir les moutons qui sont vraiment cute, il faut le dire. Ouais, des fois des vrais, des fois en image de synthèse. Ouais. Et à la réalisation de Kyle Balda, donc Lucie, c'est un vétéran des studios Illumination. Ouais, il co-réalisait Les Mignons. Les Mignons, le dernier Détestablement 3 et tout ça. Donc, on n'est pas dans l'humour aussi slapstick, mais quand même, ça donne une idée. Là. On est quand même dans le très léger. C'est pour ça qu'il est très... Tu dis enfant, mais moi, je le mettrais familial, là, dans le sens que c'est pas un film pour les enfants, mais il comble à tous. Il y a un peu le côté... Babe mène l'enquête. Oui, c'est ça. Ceux qui se souviennent de ce petit cochon. On trouve cette vibe-là. Justement, on est en campagne, petit village aussi. Donc, fait que moi, j'ai bien apprécié. Puis, petit fun fact, quand même, le comédien qui joue le policier Nicholas Brown, c'est celui qui avait joué Jim Henson puis Andy Kaufman dans Saturday Night. OK. Quand même, donc, là, complètement méconnaissable ici. Mais juste pour lui, il est très, très drôle dans ce genre de policier, tout ça, un peu nigo, c'est ça qui a le cliché de... Ouais. C'est le seul qui voulait la job, fait qu'il l'a eu, là, mais il est pas de mauvaise foi, il est juste pas le pogo le plus dégelé de la boîte, si on veut. Là. Tout à fait. Il souhaite qu'il n'y ait aucun problème, comme ça, tu sais, nerveux, là. J'aimerais ça qu'il n'y ait rien qui arrive dans la ville, comme ça, j'aurais rien à gérer, puis à prendre des décisions, puis avoir cette imputabilité-là. Donc, très sympathique pour la famille. Écoute, je vais peut-être te choquer, mais ce que je pense être l'autre plus gros film la fin de semaine, vas-y. On n'a pas eu la chance de le voir encore, mais c'est Mortal Kombat 2 de Simon McQuaid, qui avait fait le premier en 2021, qui était sorti un petit peu dans pandémie, encore les années pandémie, fait qu'il n'y avait pas eu un énorme succès box-office.
Et le premier avait eu des critiques d'être « Hey, c'est le Mortal Kombat, c'est une populaire franchise de jeux vidéo qui date des années 80-90. » Mais c'était pas Mortal Kombat. Mais c'était plus ça? le pré-Mortal Kombat. Fait que c'est comme des combattants. Puis de tous les personnages qui existent à travers les genres de 10 jeux qu'ils ont fait, ils ont inventé un bonhomme hors de tout ça. Ça, c'est comme une stratégie scénaristique classique qui sert à être... Ils représentent nous qui rentrons là-dedans. C'est ça. Fait que là, le monde est comme, là, c'est Mortal Kombat, puis ils sont même pas dans le fameux tournoi du Mortal Kombat. Mais là, on ici, l'a écouté, on répare ça, on est dans le tournoi, ce personnage-là devient un peu plus secondaire, on fait entrer, on avait aguiché à la fin du premier film, on fait rentrer Johnny Cage, puis j'ai réécouté le premier film récemment, puis on annonçait que ça allait être Johnny Cage, mais on disait pas c'était qui le comédien. Je pense qu'on l'avait pas trouvé. Et là, on l'a trouvé en Carl Urban, qui est quelqu'un qu'on sait pas pourquoi on connaît, mais on connaît. Il a fait quelques B-movies, il a fait le remake de Judge Dredd, il a été dans les Star Trek aussi, les 3 de Abrams. Thor 3 ou 4, là, il est dedans, il fait un traître, justement. Fait qu'il y a une couple de films comme ça, des films d'action un peu de série B, mais c'est pas un spécialiste des arts martiaux ou des trucs comme ça. Mais là, il devient un peu, puisqu'il joue le fameux Johnny Cage, qui, la rumeur disait que c'était justement un peu un Nicolas Cage à l'époque où on avait créé le jeu vidéo. Fait que c'est un acteur de films d'action hollywoodien qui va se retrouver dans cet univers-là. Et là, le film est rated R, fait qu'on y va pour les fans des kills violents, des fatalities et tout, mais une histoire quand même assez simple et un peu débile comme on peut s'attendre. Fait que les pronostics, en tout cas, de popularité sont très élevés pour les fans. Je pense que vous le savez déjà si le film vous intéresse ou pas. Moi, ça m'intéresse. Mais tu vois, je vais y aller avec mes amis justement, de jeux vidéo, puis de Fast and Furious, puis de ce genre de film que ce qu'on veut, c'est être diverti, c'est pas gagner des trophées, des Oscars. Là, on sait ce qui se passe avec ce film-là. Mais la bonne nouvelle, c'est ça, c'est fiez pas aux critiques journalistiques pour ce genre de film-là. C'est des médias, c'est les critiques des fans qu'on veut. Somme toute, je pense que les échos sont assez positifs quand même parmi les critiques traditionnelles. C'est ça. En tout cas, j'ai regardé chez Mediafilm, puis le premier était coté 6, donc genre médiocre, je pense. Puis lui, il est coté 5. Fait qu'il est comme, c'est meilleur, mais il appelle ça faible, je pense. Fait que faible dans le grand spectre des films, absolument. Là, c'est comme je dis, j'étais un fan de Rapide et Dangereux, mais je sais que c'est pas bon. Là, t'sais. Fait que, bref, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais je répondrai à ça très bientôt. Puis à noter que Carl Urban aussi, il est dans la série The Boys aussi. Oui, c'est vrai, récemment, ça a fait exploser un peu sa popularité, je dirais. Avais-tu d'autres choses à dire sur Mortal Kombat? Je suis allé voir quand même sur Rotten, juste pour le fun, puis il est à 68. Fait que pour le genre, quand même... Puis pour le public, il est dessus... à 80 quelques. Ouais, c'est ça, exact. Fait que pour ceux qui ont un pronostic d'à peu près 50 millions, ce qui est quand même très bon. Oui. Fait que... On dirait que les films de jeux vidéo, maintenant... Ils ont vraiment changé leur destin de bord, disons ça comme ça, parce qu'avant, tout le monde fuyait ça comme la peste. On dirait que c'est comme rendu les nouveaux Marvel, là, on dirait que le jeune public cherche autre chose. Puis, je pense que ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu un changement des mœurs par rapport à ça, mais aussi, tu sais, les jeux vidéo, c'est pas si vieux que ça. Là. Oui, il y en avait dans les années 70, là, mais c'est quand même plus, tu sais, 90, mettons, là, l'apogée des jeux vidéo, puis jusqu'à temps que début 2000, même les ordinateurs deviennent de plus en plus populaires là-dedans. Puis, fait que c'est juste... Tu sais, moi, par exemple, là, à 39 ans, là, j'en aurais checké des films de jeux vidéo quand j'étais jeune, mais ils étaient pas bons, puis ils en faisaient pas tant que ça, parce que ton public cible a 8 ans, fait qu'ils vont pas payer, il faut qu'ils convainquent leurs parents d'y aller, puis tout. Mais là, à cette heure qu'on est en âge de consommer et de faire nos affaires, là, c'est pour ça que Mortal Kombat marche plus qu'avant, tu sais. Le premier, c'était aussi mauvais, puis ça avait été rapidement des TV movies, là. Fait que là, ils sont capables de les faire au cinéma, puis le monde vont payer, justement, moi et mes chums, on va payer chacun nos 5 billets, fait que c'est des entrées, là. Fait que d'après moi, c'est un peu pour ça aussi, puis c'est rendu des propriétés intellectuelles. Tous les films ont compris, puis c'était peut-être ça à l'époque aussi. Tu peux prendre déjà des livres, mais des jeux vidéo, puis des séries télé, puis des spin-offs de ça, puis t'as déjà un bassin qui est gagné à aller voir ton produit. Puis je me demande même plus concrètement si à Hollywood, dans des postes décisionnels, maintenant, c'est des gens qui connaissent ça, qui ont joué ça, qui aiment ça aussi.
Fait que le regard doit être pas le même que justement 20-25 ans où les gens ne savaient pas ce que c'était, mais on va le faire parce que ça vend beaucoup de jeux vidéo. Fait que, mais... Ben, puis tu sais, Minecraft l'a remontré. N'importe qui écoute Minecraft comme on l'a fait sans avoir joué au jeu, ben, c'est pas un très bon film. Tu sais, ça fait du sens, là. C'est écrit par des humains, mais il n'y a rien qui réinvente la roue et tout. Mais t'as juste à mettre des référents aux jeux vidéo, puis tu vas aller plaire à ton public. Mario Bros, c'est pareil, là. Au niveau de la critique, c'est pas super, là. On est loin d'un Pixar ou d'un DreamWorks, mais il va toujours bien faire plus d'1 milliard parce que tu mets les bons ingrédients pour que les gens soient satisfaits de ce qu'ils ont vu dedans. Fait que, tu sais, Uncharted, par exemple, était un exemple de, ben là, ils avaient dénaturé le jeu. Vous êtes tellement loin, on dirait un scénario d'un film d'aventure que vous avez collé à l'image, à l'étiquette d'Uncharted. Fait que là, ça a vraiment pas marché. Mais je pense qu'ici, Mortal Kombat, ben, si tu reviens à l'essence de dire, vous voulez voir des comédiens cool dire des liners, là, des phrases punchées, puis genre arracher la face de quelqu'un avec du feu, ben, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Après ça, l'histoire va être artifice. Le jeu vidéo n'a pas d'histoire. Fait qu'on peut bien le faire minimum, puis ça va marcher. Fait que c'est un peu ça. Faut juste pas que tu te dénatures trop ton jeu vidéo, mais oui, il y en a plein dans les prochaines années, même des films de first-person shooter qui sont annoncés, Call of Duty, puis des trucs comme ça. Fait que, il y a Zelda que je suis vraiment curieux de voir. Ouais, ça, c'est très audacieux. Ça. On peut se planter. Bon, pour un public plus rigolo, C'était mieux demain de Vinciane Millereau avec Didier Bourdon, quand même le roi de la comédie un peu burlesque, et Elsa Zilberstein, dans une petite prémisse très intéressante. Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel et leurs 2 enfants coulent des jours heureux dans l'insouciance des années 50. Mais soudainement, une espèce de malfonction d'électroménager va les propulser en 2025, où le couple découvre un monde moderne à l'opposé de celui qu'ils connaissent. Fait que pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l'ombre de son mari, c'est une révolution. Mais à l'inverse, pour Michel, qui voit ses privilèges d'homme voler en éclats, c'est un cataclysme. Alors, entre vent nouveau et parfum d'antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. Ouais, j'aurais pu laisser faire la dernière phrase qui est très prise sur le site du distributeur. Fait que c'est quand même une satire, une grosse comédie, mais qui a un fond, tu sais, quand même intelligent. Là, c'est ça, un commentaire social qui tire un peu partout. Comme on dit, c'est pas non plus juste de dire c'est vrai que les hommes blancs, vous avez tout perdu, mais oui, il y a un clash solide qui se passe d'un côté ou de l'autre, tu sais, puis quelques blagues aussi, beaucoup par rapport aux technologies et tout. Puis ce qui va venir à décider, c'est qu'est-ce qu'ils préfèrent entre le présent et le passé, surtout qu'il y a un élément qui se passe par rapport à leur fille, qui elle aussi, de ce fait, a des droits et des libertés différentes dans les années 50 de celles d'aujourd'hui en 2025. Fait que c'est un peu, si nous on est plus heureux ici, mais que nos enfants sont malheureux dans le passé, est-ce qu'on devrait essayer de revenir pour les aider, ou est-ce qu'on reste ici, puis anyway, c'est 2 timelines, puis on s'en fout, on vit notre vie maintenant ici, parce que tu sais, ils ne croisent pas eux, il n'y a pas leur double de 2025 qui sont là, juste pris leur place, t'sais. Fait que t'as vu le film aussi, Pat? Oui, moi j'ai trouvé ça vraiment sympathique. L'idée est super intéressante. Petite vibe Back to the Future aussi, très assumée, parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer la réalisatrice et scénariste Vinciane Millereau. Également Didier Bourdon et Elsa Zilberstein quand même. Donc ça a été une grosse prise à Unifrance. Les textes seront... celui de Didier Bourdon est déjà sur mon ciné. Les autres suivront dans les prochains jours. Fait que, tu as quand même deux bonnes têtes d'affiche. Didier Bourdon excelle pour ce genre de rôle-là. Elsa Zilberstein aussi, très bonne dans les excès et tout ça. Très touchant par moments aussi. Fait que, je voulais une bonne comédie divertissante française. Puis en France, ça coûte vraiment bien. Ça a été un très bon succès. Oui, c'est sorti en octobre. Ça a fait 900 000 entrées à peu près. Là, c'est vraiment très, très fort. J'ai 2 autres films pour le 8 mai que j'y vais rapidement. Le documentaire À pied de Vali Fugulin, qui est un documentaire québécois, mais qui a des intervenants de partout dans le monde, là, donc en sous-titre français. Des marcheurs et des scientifiques redéfinissent la marche comme un moyen de renouer avec soi et les autres dans un monde de plus en plus sédentarisé. J'en parle parce que je crois que ça va avoir un certain succès. La marche est comme... Je pense qu'elle est redevenue populaire depuis quelques années. On martèle beaucoup aussi les 8 000 ou 10 000 pas par jour, puis les podomètres, puis les montres Garmin, puis tout ça. Puis je suis quand même dans cette mouvance-là.
Fait que je pense que ça peut aller rejoindre des gens. C'est pas un film on apprend des choses choquantes, mais on voit plusieurs gens de différentes acabits qui marchent pour différentes raisons. On parle un peu de Compostelle, mais de renouer avec la nature, de choses comme ça. Fait que c'est juste très positif comme documentaire. Même on parle de la danse aussi à certains moments. Et pour les amateurs, il n'y a pas grand-chose à dire outre que Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, la tournée sur scène en 3D, co-réalisée par Billie Eilish et James Cameron. Sa dernière tournée, Hit Me Hard and Soft, il y a des images de différentes places. Il y a des images de Québec aussi. On a fait un genre de best-of avec ça. Ça doit être son show complet, là, presque 2 heures. Puis, au Québec, il n'y a pas d'image de scène. OK, d'image de mais foule. D'image... mais de coulisses, c'est ça. Parce qu'il y a des performances, puis il y a des coulisses aussi au travers. C'est pour ça qu'il y a une version sous-titrée français. C'est pas les chansons qui sont sous-titrées, c'est plus les autres, hors scène. Fait que voilà, j'ai pas vu, là, je suis pas un très grand connaisseur de Billie Eilish, mais je pense que les critiques sont très bonnes, puis what you see is what you get, surtout tu travailles avec James Cameron, c'est sûr qu'ils n'ont pas dû lésiner, là, tourner en 3D, puis la grosse affaire. Ils ont trouvé des façons d'innover encore, c'est ce qui propulse émotive Cameron, mais ma fille a été là au spectacle à Québec, elle a trippé sa vie, donc... je pense que les amateurs vont retourner le voir peut-être 1 ou 2, 3 fois. Je ne sais pas si c'est un film qui va réussir à s'inscrire dans le temps puis rester à l'affiche 6 semaines, là, ou si c'est plus à consommer rapidement et on passe à autre chose. On se transporte au 15 mai dans le futur. J'ai eu de la misère un peu à discerner les plus gros films, mais allons-y parce qu'on a vu Les Enfants de la Résistance de Christophe Baratier, qui était un gros succès en France. C'est une adaptation des 2 premiers tomes de la bande dessinée de Vincent Dugommier et Vincent Herse. On parle de la résistance aux nazis. On est en France, dans un village occupé par l'armée allemande. Il y a 2 garçons et une jeune réfugiée qui vont mener clandestinement des actes de résistance en publiant des tractations, comme un petit journal de résistants, qu'ils vont appeler le Lynx. Fait que c'est un peu ce côté des enfants qui tiennent tête aux Allemands parce que certains adultes semblent avoir de la misère à le faire. Puis on est aussi sur la ligne de comme quand les Allemands commencent à s'installer, c'est pas parce qu'ils sont en guerre avec la France, c'est plus ailleurs par rapport aux Juifs. Puis il y a certains personnages intéressants justement qui sont plutôt du genre on va faire comme eux, c'est vrai que les Juifs ils nous énervent. Puis t'es comme c'est vrai qu'il y avait de toutes t'avais les des pensées, collabos, absolument. Et on poursuit encore avec Artus, le comédien français qui joue, humoriste, là, qui joue de plus en plus au cinéma. Gérard Jugnot, Pierre Deladonchamp, Julien Ruty, puis là, j'omets le nom des enfants qui sont leur premier fait d'armes. Mais en fait, Gérard Jugnot et Christophe Baratier, c'est leur 5e collaboration ensemble. Donc, je pense qu'il est un peu... s'amuse, bien qu'il ait un rôle plus secondaire comme curé. Là. C'est ça. Puis, tu sais, Baratier, lui, il en a fait sa carrière des films de perspective d'enfants du côté des enfants. Et son plus gros film, c'est Les Choristes, justement. C'était son premier, d'ailleurs. Alors, quelle entrée en matière. Il avait été un succès fou. Il a fait aussi le temps d'un... Non, pas le temps des secrets de Pagnol. Le temps des secrets de Pagnol, qu'on avait bien aimé quelques années. Puis moi, je fais faire une comparaison. Les Enfants de la Résistance, je trouve qu'il y a un peu... on sent un peu La Guerre des boutons, qui est comme un classique. Puis lui, il a fait la nouvelle guerre. Oui, c'est ça, quand j'ai revu sa filmographie. Donc, il est très bon pour ce genre de conte enfantin un peu. Donc, on est dans le très léger quand même. Même au niveau musical, ça se ressent, là, tu sais, fait je trouve que c'est un film qui s'écoute honnêtement très bien en famille. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir. Je pense que je l'ai plus aimé que toi, c'est correct. Oui, parce que moi, c'est un angle qui m'intéressait un peu moins, mais je comprends pourquoi il fait cet angle-là. Ouais, voilà, fait que moi, le sujet m'intéresse déjà, et d'être campé justement dans une petite ville de campagne comme ça, je trouve français, je trouve ça toujours intéressant, la petite vie de village. Tu l'as mentionné, Les Enfants de la Résistance, c'est un phénomène en France, la bande dessinée qui est à plus de 2 millions d'exemplaires vendus en à peu près une dizaine d'années de publication. Donc, ça fait comme une des séries jeunesse contemporaines les plus lues. Donc, ici, un peu peut-être moins connu au Québec. Mais non, un beau film quand même de qualité. Si vous voulez faire apprendre un peu l'histoire à vos enfants, aux préados, là, c'est parfait. Il n'y a pas de scène extrêmement violente, mais il y a un contexte de guerre. Fait que j'imagine un genre de 8+, là, dépendamment de quoi vous parlez avec vos enfants à la maison. Tranquillement, on va arriver vers des films qu'on n'a pas vus. Mais il y en a un qui est très attendu, c'est
Obsession de Curry Barker, très attendu chez les fans d'horreur. Il y a un très bon buzz. Exactement, ça sort donc la semaine prochaine. Timide et maladroit, Baron est attiré par sa charmante collègue Nikki. Mais pour augmenter ses chances de la séduire, il achète un jouet énigmatique et amusant qui promet d'exaucer des vœux. À sa grande surprise, Baron obtient le succès attendu. Mais après une courte période de bonheur idyllique, les événements dévoilent les côtés obscurs et imprévisibles de son amoureuse, dans le fond, d'avoir fait le souhait qu'elle tombe en amour avec lui. Le film, j'ai vu, le visa est 16 ans et plus, violence, horreur. Alors, je pense qu'on est dans cette espèce, une forme de sadisme psychologique et tout là-dedans. Là. Je pense que ça devient... un peu de torture psychologique. Là. Imagine que quelqu'un... C'est juste des présomptions, parce que je ne l'ai pas vu, mais imagine quelqu'un dit « Hey, je t'aime tellement, je mourrais pour toi, je tuerais pour toi. » Ben, je pense qu'on tombe un peu là-dedans, de genre, là, la fille est excessivement et obsessivement en amour avec moi, puis là, c'est trop, puis là, tu peux plus reculer, là, le souhait est fait, fait que je sais pas jusqu'où le film va pousser tout ça. Moi, les échos que j'ai lus, c'est que ça fait très Zach Cregger. Fait qu'on est beaucoup dans ces ambiances-là, dans ce ton-là. Zach Cregger, on rappelle Barbarian, Weapons, et le prochain Resident Evil. Ouais. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Ça avait joué au TIFF, puis c'est après que ça a été acquis par Focus, je pense. Ça se peut-tu? C'est Focus ou c'est Focus qui distribue, donc, mais c'est ça, c'est une acquisition. Fait que je pense que c'est une production plus indépendante. Fait que, il y a ça le 15. J'ai vu Diamanti de Ferzan Özpetek, un réalisateur, c'est très bizarre, il y a une mise en abîme. Ferzan Özpetek est un réalisateur établi italien. Dont je n'ai vu aucun autre film. Là. Mais c'est comme s'il réunit une gang de femmes, de comédiennes, pour leur proposer de faire un genre de mélodrame qui se passe dans une maison de haute couture italienne. Mais ça, c'est comme la prémisse, mais c'est aussi ce qu'il y a dans le film. Fait qu'ils sont comme tout un banquet. Hey, toi, tu vas jouer elle, toi, tu vas jouer elle. Fait qu'il se met comme un peu en scène là-dedans. Puis après, mettons, ça part. Là, on est dans la maison italienne, gérée par deux sœurs qui sont complètement différentes. Puis il y a de tout. C'est vraiment un mélodrame, quasiment à la soap opéra. Il y en a une qui se fait battre par son mari, une qui est alcoolique, une qui est en retard, une qui adopte quelqu'un. Il y a genre plein de problèmes, mais c'est la grande sororité de on travaille ensemble, puis aussi pour arriver. Il y a des moments où ils habillent deux madames, une grande comédienne de théâtre, mais aussi ils font une robe pour une grande comédienne de cinéma, mais les deux saillissent. Fait que là, il faut jamais qu'ils se croisent dans la maison, puis la manée réalise comme « Oh non, on les a bookés en même temps, fait que vite, il faut la faire passer par la porte arrière, puis tout. » Fait que c'est très rigolo et c'est ça, des gros sentiments, on joue gros puis tout. Ça dure comme 2h10 genre, mais c'est quand même très agréable à écouter. Là, moi-même, je me suis laissé prendre au jeu puis tout, fait que faut juste savoir que c'est pas si terre à terre justement, on dirait de l'opéra finalement. Kairos, film québécois de Jennifer Allen, qui met en vedette Emmanuel Schwartz, qui joue le rôle de Manu, qui est un peu lui-même, qui est un acteur sans emploi après un retour en Pologne où il est allé comme faire des recherches personnelles sur ses origines. Il est en questionnement très philosophique dans ses réflexions. Fait qu'il va décrocher un poste d'animateur de ligne ouverte la nuit dans une radio communautaire, une petite radio. Fait qu'il va ouvrir la discussion avec des immigrants puis ouvrir ce dialogue-là, si on veut, sur la présence puis l'appartenance. J'ai bien apprécié ce film-là. Ça va pas, faire de grandes vagues, là, comme genre de sortie de film. Mais Jennifer Allen est comme une artiste un peu... je veux pas que ça sonne méchant, là, mais un peu marginal, là, qui est multidisciplinaire, qui touche à tout, qui fait des films à l'occasion et tout. Fait que je pense que elle a fait quelques-uns avec Emmanuel Schwartz, justement, puis lui aussi qui est connu pour jouer dans ben des affaires, là, même des projets champ gauche et tout. Là. Je pense que c'est un artiste très libre. Fait que il y a aussi Philippe Audrey, La rue Saint-Jacques, au générique, qui est quand même sympathique. François Chénier aussi, qui est le fun à retrouver, là, qu'à un moment donné, il va animer un bingo extérieur et tout. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est un film qui veut faire du bien puis qui est sur l'ouverture aux autres. Fait que très très cool pour Kairos. C'est expliqué dans le film, je me souviens plus, là, mais c'est quelque chose rapport à la philosophie, mais j'ai oublié c'est quoi, mais je pense que c'est le nom de son émission de radio, son émission de nuit. Le 22 mai, pour les amateurs, Star Wars The Mandalorian and Grogu de... C'est Jon Favreau qui fait? Ouais, c'est Favreau. Ça. Jon Favreau. Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver. Écoute, c'est pas là que je suis le plus connaisseur. Moi, j'ai pas écouté cette série-là. C'est quoi? Les seigneurs de guerres impériaux étant dispersés dans la galaxie, la Nouvelle République fait appel à Din Djarin et à son jeune apprenti, Grogu.
Fait que toujours des enquêtes, des affaires un peu politiques, mais des piou-piou au travers de ça. Pour situer ceux qui connaissent peut-être pas la série télé, donc ça se déroule après les événements de Return of the Jedi. Donc, évidemment, l'Empire a été vaincu avec la mort supposée de l'Empereur. Et donc, avant aussi l'épisode 7, donc l'éveil de la Force. Donc, on navigue un peu là-dedans. Donc, l'Empire tente de renaître de ses cendres un peu. La série télé, c'est vraiment très épisodique où le Mandalorian est une espèce de mercenaire qui part sur différentes quêtes. Mais qui n'est pas Boba Fett. Là. Non, c'est un nouveau personnage. Mais il avait fait une série Boba Fett aussi. Il y a aussi une série Boba Fett. Elle a été le fun ou mal aimée? Coup-ci, coup-ça. Des choses intéressantes, d'autres moins. Et donc, dans la série, il va prendre sous son aile une jeune créature qu'on appelle Baby Yoda parce que c'est l'espèce de Yoda, mais il s'appelle Grogu finalement. Finalement, donc, c'est le grand retour de Star Wars après 7 ans quand même au cinéma. Je pense que Disney avait besoin de ramener la franchise et vu que la série était un énorme succès fédératrice qui rejoignait pas mal tous les fans de Star Wars, donc au lieu de faire une 4e saison comme c'était prévu parce que les scénarios ont été écrits. Mais finalement, avec les fameuses grèves qu'il y a eu à Hollywood il y a quelques années, ça avait été mis sur glace et Disney se sont dit pourquoi pas faire un film à la place. Donc, c'est vraiment une histoire originale. Ce n'est pas la 4e saison revampée sous forme de film. Ce qu'on sait, par exemple, ce qui a filtré dans les dernières semaines, c'est que le Mandalorian va être embauché, je pense, pour traquer le fils de Jabba the Hutt qu'on avait vu dans la série animée Les Clone Wars. Donc, écoute, visuellement, de ce qu'on a vu des bandes annonces, honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Je pense que Favreau et Dave Filoni aussi, qui a travaillé sur les Clone Wars et tout ça, et co-scénaristes, se sont amusés. C'est ça un peu le Mandalorian, le feeling qu'on retrouve, c'est celui de la trilogie originale. Ce sont des fans, ils ont grandi avec ça. Donc, on a cette capacité d'émerveillement qu'ils amènent. Et dans les cadrages, un peu comme Rogue One aussi, visuellement, ça a l'air vraiment impressionnant. Il y a une séquence qui se déroule dans un hat-hat où Mandalorian rentre et va attaquer tout le monde et tout ça. Là. Fait que je pense que ça va être très cool. Au niveau de l'histoire, je pense que ça va être très, très simple. J'espère juste, moi, que ça sera... Tu sais, moi j'ai vu tous les films de Star Wars, mais j'ai écouté aucune minute de série de Star Wars, là, comme on dit souvent, j'écoute pas de ce que dans la j'ai télé. lu... Puis j'espère être capable d'embarquer, tu sais. Puis ce que j'ai peur, c'est que le film semble... Je pense pas que le film va être fermé à ceux qui n'ont pas vu avant, mais peut-être que plusieurs vont se dire « Ah, j'ai pas écouté, rendu là, j'irai pas », tu sais. Mais Favreau, en entretien, a dit que non, justement, le film est fait pour ceux qui n'ont pas vu la série télé. Donc, je pense que cette crainte-là peut être tassée, mais c'est sûr que quand même Star Wars est devenu plus associé maintenant aux séries télé. On voit qu'il y a le gap de 7 ans qu'il n'y a pas eu de film au cinéma. Donc, moi aussi, je suis curieux de voir. Est-ce que les gens vont juste dire, bon, ça va être disponible, je vais attendre, ou ça va être assez puissant, entraînant de dire, je veux voir une aventure du Mandalorian au cinéma. Mais en tout cas, on verra bien le résultat. Chose sûre, c'est que là, Star Wars, il y a une volonté de ramener au cinéma la franchise parce qu'il va y avoir aussi un film l'an prochain pour les 50 ans. Bright Star avec Ryan Gosling. Donc, est-ce qu'on va même peut-être teaser? Ça serait intéressant. J'ai hâte de voir. Mais ça dépend, il se passe quand l'autre? Il se passe-tu dans la même période entre deux? Je ne sais pas si c'est dans le film, mais je pense en termes de bande-annonce, ça serait le fun qu'on ait un petit quelque chose pour nous mettre sous la dent. Peut-être. Mais non, l'autre se déroule, je pense, c'est après, lui, la trilogie originale. Pas originale, mais 7, 8, 9. Donc, la dernière trilogie. Donc, voilà, Mandalorian, c'est du Star Wars, mais je pense que ça va être un retour en forme. Tu as vu, sauf erreur, 2 pianos de Arnaud Desplechin avec François Civil et Nadia Tereskevich et aussi Charlotte Rampling. Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à Claude, son amour de jeunesse. Cryptique?
Oui, quand même. Donc, ça fait du sens, ce que j'ai dit? Oui, tout ça à fait fait. un bout que tu l'as vu, par exemple? Oui, non, mais quand même, c'est un drame psychologique, esthétiquement très, très réussi. C'est bien tourné, c'est intéressant, bien joué aussi. Encore là, les trois comédiens sont super. Histoire intéressante. Par contre, on dirait qu'on navigue comme en deux histoires, puis on ne sait pas trop laquelle lui donner sa pleine importance. OK, entre la romance et le genre de thriller psychologique? Là, en fait, entre l'enquête de son passé, de cet enfant-là, et en même temps, c'est un concertiste qui va jouer, qui renoue avec sa mentor, qui doit être joué par Rampling, justement, qui, elle, veut qu'il lui succède à jouer ses compositions et tout ça, parce qu'elle fait un concert d'adieu. Donc, fait que toute cette partie-là qui, lui, va être très angoissant pour lui, parce qu'il il avait eu l'opportunité de tenir un grand rôle, tout ça, au niveau musical, puis finalement, il avait quitté pour le Japon ou quelque chose comme ça. Bref, fait que c'est dur de naviguer un peu entre ces deux intrigues-là qui sont vraiment intéressantes l'une des autres. Mais ceci dit, un film quand même très, très intéressant qui vaut la peine d'être vu. Surtout pour François Civil qui joue vraiment le piano. Donc, il jouait déjà un peu à la base, mais qui a étudié avec des professeurs parce qu'il tenait vraiment à jouer les concertos de Bach pour le film et tout ça. Donc, ça, c'est toujours impressionnant de voir ces gens-là avec plein de talent. Film d'horreur, hein? Faut que ça s'enchaîne. Passenger de André Øvredal ou Øvredal, je sais pas exactement comment on le prononce. On est dans du horror flick, je pense. C'est du jump scare à côté. Après avoir été témoin d'un accident de la route mortelle, un couple est pourchassé par une entité démoniaque qui s'adresse aux autostoppeurs et tout. Possession dans une voiture. Exactement, il faut faire des crashs d'accidents et tout. C'est ça pour Passenger. André Øvredal a fait une couple de films, là, Scary Stories to Tell in the Dark, The Last Voyage of the Demeter, une couple d'affaires de même. Fait que c'est un monsieur d'horreur. I Love Boosters de Boots Riley, lui qui avait fait... elle... j'ai comme un blanc sur Boots. C'est un homme ou une femme, je ne me souviens plus tout à fait. Cette personne qui avait fait... Sorry to Bother You, sur le téléphoniste noir qui utilisait sa voix de blanc pour mieux vendre des affaires puis qui se retrouvait dans des gros trucs de combines et d'entourloupes, etc. Ici, c'est pas mal une gang de femmes avec Kiki Palmer. Il y a la Kate Stanfield qui était dans Sorry to Bother, Naomi Aki, Demi Moore, Taylor Page et aussi Will Poulter qui joue un rôle coloré, encore une fois comme dans un film de licorne. Dans une version surréaliste de la baie de San Francisco, un groupe de voleuses à l'étalage surnommé les Boosters s'en prennent à une impitoyable créatrice de mode, jouée par Demi Moore, après qu'elle leur a volé leur modèle, dans leur patron. Fait que voilà, on est dans du vol à l'étalage, un film très coloré qui se veut une satire sociale aussi au travers de ça. Je sais pas quel genre d'ampleur de sortie ça va avoir. Il y a une version française, J'adore les voleuses, qui va voir le jour, donc le 22 mai. Et finalement, le documentaire L'Aventurine de Carlos Ferrand, qui est un documentaire sur la Gaspésie, mais sur un angle... très artistique, justement, très libéré, je dirais, là. Fait qu'il y a une forme quand même poétique à ça. On suit des pêcheurs, des géologues, des poètes, des botanistes. Fait que c'est pas un documentaire formaté, là, si on veut, sur ce que c'est. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon visionnement de L'Aventurine, qui est en fait une petite pierre précieuse là, qui existe dans ce coin-là, mais qui est quand même assez rare à trouver. Fait que vraiment cool. Là. C'est pas monté comme justement les aventuriers voyageurs ou des choses de même. Là. C'est plus... c'est plus libre dans sa forme puis dans sa présentation de différentes affaires que de dire « Venez en Gaspésie, il y a le beau rocher percé. » Fait que je recommande chaudement. Puis il y a une grosse tournée de questions-réponses et de présence avec Carlos Ferrand puis avec sûrement d'autres personnes pour discuter. Moi, le 29, c'est la semaine que mon film d'horreur que j'attends le plus. OK. Ouais. Par contre, tu vois, j'aurais commencé, là, on se cachera pas qu'on n'a pas vu, on a vu aucun des films du 29 mai, là, mais il y a Pressure d'Anthony Maras, parce que c'est un film de Deuxième Guerre mondiale, fait que je me dis que tu vas être au rendez-vous. Comment trouver un nouvel angle au film de Deuxième Guerre? Eh bien, avec Brendan Fraser, parce qu'il est de retour pour toujours, Kerry Condon, Damian Lewis, Andrew Scott. En 1944, un météorologue doit convaincre un chef militaire américain de repousser la date du débarquement en Normandie. Alors, Pressure, j'imagine qu'on fait référence aussi à la pression
pression atmosphérique et tout. Sûr. Fait qu'il doit avoir une affaire de vent favorable et de plein d'affaires. Fait que, écoute, ça risque d'être palpitant d'avoir quelques séquences d'action et tout. Là. Je pense qu'on a quand même mis un certain budget sur ce film-là. Pression au Québec. Je pense que ce film dont tu fais référence, c'est Backrooms de Kane Parsons. On vient d'annoncer une version française aussi. Backrooms, les salles arrière. Avec Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve. Ouais, ça, c'est... Ça fait encore monter plus mon intérêt. Une psychothérapeute est contrainte d'affronter l'inconnu dans le but de retrouver un patient vivant ayant disparu dans une mystérieuse dimension qui dépasse la réalité. C'est un long métrage qui vient de courts-métrages qui étaient diffusés sur Internet qu'on appelle des creepypastas. Puis les creepypastas, c'est comme des légendes urbaines, mais il y a genre 30 ans, on se comptait ça autour d'un feu et il paraît que, puis si tu dis Marie-Blanche 3 fois dans le miroir, tu vas voir le diable, des affaires de même. Ben là, c'est comme... Vu que c'est numérique, ben là, les gens créaient des visuels, faisaient des fausses vidéos. Fait que la légende prend comme un peu vie. La plus populaire, c'est le Slenderman, par exemple. Puis là, il y a eu des films dérivés de ça. Que Backroom, c'était comme un peu une espèce de pièce jaune au néon, très angoissante, puis qui défie un peu les lois de la physique avec des corridors qui fonctionnent pas ou qui rétrécissent tranquillement, un peu comme une mauvaise modélisation 3D, fait qu'avec du mobilier enfoncé dans le meuble et tout, puis ça a comme pas de fin, puis c'est éternel. Fait qu'il y a un jeune YouTuber de 16 ans, Kane Parsons, qui avait créé en 2022 sa chaîne YouTube, puis il faisait des petits courts-métrages comme ça, juste du weird, là. On pense quand même un petit peu à Blair Witch, mettons, là, à la fin, quand il explore la maison, des affaires de même. Puis, c'est-tu Neon ou A24? A24 qui est allé l'approcher, puis tout. Puis, fait que lui, il a 18 ans, là, aujourd'hui, 19 ans peut-être. Puis, il a fait ce film-là, ça a même été reporté. Il fallait que le tournage soit l'été parce qu'il était à l'école, puis etc. Fait que, c'est fou comme histoire. Ouais. Quand il fait ce film-là, fait qu'on a mis une trame autour de ça, puis ça va être juste, c'est de l'étrangeté. C'est pas des jumpscares, il y a pas genre un super méchant, je pense, c'est juste de l'angoisse puis du mal-être dans le fond là. Fait que moi aussi je serais curieux de voir Backrooms. Je sais pas si ça va rayonner au grand public, je sais pas si c'est le genre de film d'horreur que justement les fans de Passenger vont haïr ça là. Mais moi aussi je suis là à 100% pour ce phénomène-là. Je pense que ça vaut au moins une curiosité comme Longlegs l'avait été par exemple là. Qu'on aime ou pas, je pense qu'il faut aller le voir. Et je vais aller voir ces petits courts-métrages en fait sa série Backrooms. J'ai noté il y a 23 épisodes au total. Ah ouais, ok. Puis ça varie, là. Il y en a qui durent 1 ou 2 minutes, puis il y en a qui ça va jusqu'à 45, le plus long. Là. Fait que c'est très varié comme running time, fait que c'est assez fou. Ouais, mais, je sais pas si t'écoutes, si justement il y a des référents. Si dans le film il y a des clins d'œil, il y a des affaires qu'il a faites. Je pense que je vais aller voir avant, je pense, mais écoute, quel succès story, là, c'est fou. Puis d'avoir quand même réussi à avoir une comédienne de la trempe de Renate Reinsve pour ce projet-là. Ouais, ben Chiwetel aussi, là, il joue dans beaucoup d'affaires, mais il a été nommé aux Oscars, lui, pour 12 Years a Slave, puis tout. L'avais-tu gagné même? Peut-être, je sais plus. Puis, au début, c'était pas Renate. Je me demande si c'était pas Emily Blunt. C'était quelqu'un d'autre d'attaché, puis finalement, quand les dates de tournage changent, elle pouvait plus, puis ça allait chercher Renate. The Breadwinner, le soutien de famille de Eric Appel, comédie grand public, qui met en vedette Nate Bargatze, qui est un humoriste américain, populaire humoriste. On est un peu dans la formule classique, comme tu dis, un peu poisson hors de l'eau, c'est-à-dire c'est lui qui est normalement le soutien financier de la famille, mais sa femme, jouée par Mandy Moore, fait une invention, je pense, pour aider à gérer la famille. Là, je pense que c'est un truc de calendrier. Exactement. Puis elle s'en va à Shark Tank le présenter. Puis là, ils disent « Hey, on finance ton projet, fait que go ». Fait que lui, il dit « Ben OK, je vais m'occuper de la famille, ça doit être facile, m'occuper je pense qu'ils ont 3 filles, peut-être 2 filles et un gars, m'occuper des enfants ». Et il découvrira que ce n'est pas si facile que ça. Fait que là, rentre au générique plein d'autres, justement, humoristes et comédiens comiques. Là, Will Forte, Colin Jost, qui est dans les Saturday Night, Kumail Nanjiani, qui justement, on connaît au cinéma, mais qui est un humoriste à la base. Fait que comédie de gag, d'engager des ouvriers, de recevoir des affaires, que la maison se fasse défoncer. Puis, si la prémisse vous dit quoi, ça fait très Monsieur Mom des années 80, début 80 avec Michael Keaton, qui était vraiment ça. C'était le début de cette mouvance-là, des hommes au foyer, tout ça. Tu sais, ou même un peu avec Franck Dubosc, quand toute la famille changeait
de rôle, là, tu sais, un peu cette inversion-là, là, je trouve, là, c'est ça, l'inversion des rôles, de dire, finalement, l'empathie, là, c'est plus dur que ça en a l'air, ce que tu fais. Moi, ce qui me donne plus le goût de le voir même, c'est le réalisateur Eric Appel, qui avait fait un de mes films préférés des dernières années. Ah ouais? C'est Weird Al, Weird Al Yankovic Story. Ouais, le biopic phoné avec Daniel Radcliffe. Faux biopic avec Daniel Radcliffe, justement, en Weird Al Yankovic. C'était très inventif, très drôle aussi. Et puis, Nate Bargatze, que je ne connais pas du tout comme humoriste, mais je vois souvent des clips de lui, mais je n'ai jamais écouté. Il doit avoir des specials sur Netflix. En fait, c'est l'humoriste dont la tournée a remporté le plus d'argent l'an dernier. Voilà. Fait que vraiment, je pense qu'il a atteint un statut incroyable qui lui permet finalement aujourd'hui de faire un film, parce qu'il est aussi scénariste du film. Bon, fait que c'est le Martin Matt américain. Exact. Mais on dit qu'il est très... qui est moins controversé, qui a un humour très propre. Okay. Ce qui fait que je pense qu'il rejoint autant la gauche et la droite de ce que j'ai lu un peu. Là. Fait que... j'allais nommer un autre humoriste, mais c'est plus le nom m'échappe. Là. On le compare beaucoup à Seinfeld. Okay. Non, mais j'allais dire aussi Alexandre Barrette, mettons. Ouais, genre... Qui plaît à tous. Là. Ouais. Suspense, je pense que c'est une coprode canadienne, ou si ce n'est même pas un... Moi, je pense que c'est coprode canadienne. Tooner, l'accordeur de Daniel Roher, avec Léo Woodall, qu'on voit de plus en plus au cinéma, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, que tu adores, et Jean Reno, qui cumule les rôles secondaires partout. Un accordeur de piano à l'ouïe extrêmement sensible va être recruté par une bande de criminels qui cherchent à profiter de son don pour déverrouiller et dérober des coffres forts. Alors, c'est un thriller criminel qui a l'air très, très bon, en fait. Ouais. Moi, j'ai eu des échos. Il avait été projeté au TIFF. Et justement, les gens, j'ai jasé à quelques personnes et ils avaient vraiment apprécié le film, là, effectivement. Fait qu'Hoffman a plus un rôle secondaire, là, évidemment. C'est Woodall qu'on voit le plus. Il était Woodall dans... Nuremberg, entre autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y avait ces deux films-là, justement, en projection. Ah, voilà. Fait que, bref, c'est surtout on a annoncé aussi une version française, fait que, le film va avoir une sortie plus large là, pour le 29 mai. Fait que, c'est pas mal ça pour le mois de mai. Et comme on dit, ajouter aussi plein d'autres petits films plus pointus qui jouent sur autre écran, mais rendu là, je pense, faisez vos recherches, comme dit Colin Boudria. Nous, on se retrouve en juin où il y aura, j'ai oublié de noter, là, de très grosses pointures. Le nouveau Steven Spielberg, quand même. Histoire de jouer 5. Histoire de jouer 5 que j'ai très, très hâte. Les maîtres de l'univers. Qui peut être une belle surprise. Oui, c'est ça. Moi, je le mets encore sur la ligne de, je pense que ça peut être très hot ou très minable, mais on ne sait pas encore. Fait que, et il sort le 5 juin, fait qu'on l'aura vu pour notre début notre premier vendredi, mettons, de juin. Et sinon, je pense que mai va être quand même un bon mois aussi. C'est sûr que c'est tout le temps la météo au Québec qui fait foi de tout. Là. Les premières journées de beau temps, ça devient rough pour les films. Mais sinon, moi, dans tout ce qu'on a mis, peut-être surtout au niveau horreur, là, avec Backrooms puis Obsession, là, qui a l'air très intéressant. Mais je pense, comme dit, le Star Wars et Prada et même Michael va continuer à faire son petit bonhomme de chemin. Fait que voilà. Bon, comme tu dis, bon cinéma, bon popcorn. Non, ça sera... Maintenant, ça se limite à bon cinéma et bon popcorn.